Comment chasser lorsque la glace se dérobe sous la patte? Comment survivre quand l'univers bascule? Dans certaines régions de l'Arctique, la banquise, cet immense océan gelé autour du pôle Nord, est en train de fondre. Mais que se passera-t-il si la glace disparaît? La faune unique du Grand Nord pourra-t-elle s'adapter aux changements qui s'annoncent? Le réchauffement climatique va-t-il ouvrir une nouvelle voie navigable dans l'Arctique canadien, hier encore infranchissable? En été, l'espace de quelques semaines, un passage s'ouvre désormais dans les glaces. Et il est désormais possible d'aller voir ce qui se passe là-haut. Jean Lemire et son équipe osent se lancer. Depuis longtemps, ce biologiste canadien voulait se confronter à la réalité du Nord. Son rêve se réalise avec le Sedna, un 3-mâts de 51 mètres, aussi fin que robuste, et grâce au soutien d'amis passionnés. Geoff, 60 expéditions polaires à son actif. Mario, grand connaisseur de la faune du Nord. Sylvain, skipper. Sylvie, cuisinière de caractère. Et Bruno, chef mécanicien. Ils ont tout laissé pour se lancer dans cette expédition. Et quelle expédition! 5 mois de navigation et 10 000 milles, près de 19 000 kilomètres, à travers le labyrinthe des îles de l'Arctique canadien jusqu'à Vancouver sur la côte Pacifique. 5 mois pour enquêter sur le terrain, afin de rapporter d'indiscutables preuves en images de l'importance des changements en cours dans l'Arctique. Pour renouveler exactement un siècle plus tard, à la faveur de la fonte des glaces, l'exploit du grand explorateur norvégien Roald Amundsen, franchir le célèbre passage du Nord-Ouest. Un itinéraire soigneusement repéré, 2 années de préparation, plus de 7 tonnes de vivres pour 15 personnes, de quoi tenir en autarcie complète pendant tout le voyage. À bord, des biologistes, médecins, spécialistes en communication, marins expérimentés, tous unis pour une même mission. L'aventure commence en juillet, aux îles de la Madeleine, archipel de pêcheurs au cœur du golfe du Saint-Laurent, où vit la plupart de l'équipe. Tout le monde tient à saluer les enfants du pays, partis pour un si long voyage. Jean Lemire et ses compagnons s'engagent dans l'une des voies maritimes les plus périlleuses au monde. À bord, chacun trouve peu à peu son rythme. Mais la brume qui s'installe soudain le long de la côte du Labrador met l'équipe en alerte. Il y a un brouillard à peu près à 3000, 2-3000, donc c'est difficile à évaluer. Ouais, mais par contre, sur le radar, ça me semble être beaucoup plus facile en avant. Roger. Le spectacle est féerique, mais la prudence est de mise. Le radar détecte les premières glaces apportées par le courant qui descend de l'Arctique.
L'équipe est surprise par la densité de la glace. Il faut ralentir. Le rôle de la vigie au Beaupré devient essentiel. Just have one berg up here, but another 15 starboard. Rien ne laissait présager de telles concentrations. Les glaces encerclent rapidement le Sedna et Germain, le pilote, doit consulter les cartes de glace les plus récentes. En plus, normalement, ça descendait. Oui, oui. Jean-François est dans... Téléchargées chaque jour par satellite, ces cartes précisent la concentration et le déplacement des glaces en fonction des vents et des courants. Ça a évolué quand même. Oh. Oh. Oh, oh. Non, on va faire demi-tour. Oui, je pense que oui. Ouais, ça a tout descendu. Le Sedna voulait se faufiler le long de la côte, mais la glace en décide autrement. Il faut faire marche arrière au plus vite. Radar et satellites permettent au Sedna de se sortir de ce premier affrontement avec la glace. Il faudra être vigilant, car cet univers de glace bouge et se transforme avec une rapidité déconcertante. Guy et Germain trouvent sur la carte un refuge, Calm Cove, une vaste baie abritée qui permettra à l'équipe d'être en sécurité pour la nuit. Au réveil, le refuge n'en est plus un. Le vent d'est a soufflé toute la nuit et la baie, hier encore libre de glace, est presque complètement bloquée. Jean, Geoff et Mario partent en reconnaissance avec le canot pneumatique. À travers le labyrinthe de glace, ils cherchent un passage, une ouverture suffisante pour permettre au navire de se faufiler. Mais le courant du Labrador et le vent se sont ligués pour prendre au piège le Sedna. Il faut lever l'ancre de toute urgence. Une vigie est envoyée dans le grand mât, plus de 30 mètres au-dessus du pont, avec la délicate mission de guider le navire. L'équipe a repéré un étroit passage vers le large. Pas de temps à perdre. Quel début d'expédition! Si la frontière de l'Arctique réserve un tel accueil, qu'en sera-t-il au centre, beaucoup moins affecté par le réchauffement? Ce qu'on a tout de suite en avant, c'est les deux eaux d'environ à 150 et 200 pieds en avant du bateau. Comme ça, Guy, ça passe à gauche. La partie s'annonce difficile, mais Germain, le pilote de glace, 30 ans d'expérience, en a vu d'autres. Il manœuvre tout en douceur et la coque ne fait qu'effleurer la glace. Heureusement, car les plaques très épaisses qui défilent le long du bord présentent un véritable danger et le voilier ne possède pas de coque renforcée comme celle des brise-glaces. Dans le milieu du bateau. Si on continue tout droit comme ça pendant environ une demi-mille à 1 mille, là, c'est beau. Mais je parlais de la sortie pour aller en mer, c'est sur la gauche après la pointe. Un passage se dessine et le Sedna se faufile entre les îlots de glace. Mais le plan de route devra être modifié.
toute la côte du Labrador est sous l'emprise des glaces descendues du nord. Pour atteindre sans encombre la baie d'Hudson, sa prochaine destination, le Sedna doit naviguer loin au large. Mais il se trouve cette fois sur la route des icebergs, descendue du Groenland. Ces monuments de glace d'eau douce, détachés de la calotte glaciaire, cachent sous la surface les 4/5 de leur masse. Les océanographes estiment que si la calotte glaciaire du Groenland se met à fondre, elle provoquera un important afflux d'eau douce dans l'Atlantique Nord, ce qui risque de ralentir le Gulf Stream. Or, ce courant océanique réchauffe l'Europe, dont le climat pourrait alors se refroidir. Ce géant a mis des milliers d'années à s'édifier, mais 1 à 2 ans de voyage vers le sud suffiront à le faire fondre. En se dirigeant vers la baie d'Hudson, le Sedna se rapproche de la côte et retrouve la banquise. Pour les navigateurs de l'Arctique d'hier comme d'aujourd'hui, la glace demeure une menace constante. Moi, ce que je propose, c'est qu'on s'en aille vers ça tout de suite, puis après, on reparte un peu vers le sud. Attends, je vais aller sur tribord à 30 degrés. Mais la glace est à la base de l'écosystème polaire, et toutes les espèces vivantes dépendent d'elle. Un rassemblement d'oiseaux attire l'attention de Jean Lemire. Tout va bien? Ah oui, ah oui. C'est quoi? On va aller vers la tâche, Sylvain. Okay. Vers la tâche, ouais. On va garder un œil sur l'ours, puis on va juste aller voir ce qu'il vient de manger, là. Oui, je vois bien la tâche. Ça a l'air d'être rouge. C'est un phoque à nuit. Pas de l'eau, hein? C'est une mère ours, le museau encore rouge de sang, suivi comme son ombre par un ourson d'1 an. Une étonnante partie de cache-cache s'engage. Première rencontre avec le seigneur de l'Arctique. Mélange de crainte et de fascination réciproque. La mère entraîne son ourson à l'écart, puis, curieuse, revient vers le navire. A-t-elle jamais vu un être humain le long de cette côte isolée? Ici, le long de la côte, la glace est abondante. Les ours qui ont absolument besoin de la banquise pour capturer les phoques ont de la chance cette année. Une chance que ne connaît pas la population d'ours polaires de la baie d'Hudson, un peu plus à l'ouest. Ici, sur cette nouvelle frontière de l'Arctique, le climat fait déjà des victimes.
l'équipe découvre sur le rivage les restes d'un ourson. Il semble avoir épuisé toutes ses réserves de graisse avant de mourir. En baie d'Hudson, la glace fond de plus en plus tôt au printemps et se forme de plus en plus tard à l'automne. Pour les ours qui dépendent de la glace pour se nourrir, la disette qui se prolonge en été devient parfois insupportable. À en juger par la taille et la couleur des dents, il était tout jeune. 1 an ou 2, pas plus. Il est venu mourir sur la plage. Les jeunes oursons, moins résistants que les adultes, sont les premières victimes du déclin de la glace. Pour la population d'ours polaires de la baie d'Hudson, la fonte précoce de la banquise entraîne une réduction de la période de chasse qui atteint 4 semaines dans les années les plus chaudes. Conséquence de ce réchauffement, les ours ont perdu en moyenne plus de 15% de leur poids. Il y a 20 ans, la baie était totalement recouverte de glace au 1er juillet. Depuis cette époque, la glace est en régression constante, au point de disparaître presque complètement de nos jours au début de l'été. Silencieusement, un monde dont nous ignorons tout encore se transforme inexorablement. L'équipe du Sedna enquête aussi sur les conséquences de la disparition de la glace pour les morses. Cette année, ils n'ont pas pu effectuer leur déplacement printanier sur les glaçons dérivant vers leur lieu d'alimentation. Et ils ont été contraints de trouver refuge sur la terre ferme. Privé de phoques, l'ours rôde désormais autour des morses et des attaques ont déjà été observées. Mais même l'ours polaire éprouve des difficultés à capturer des proies aussi grosses que le morse. Spécialiste de la chasse aux phoques, il ne peut compter que sur ses réserves de graisse accumulées au printemps pour survivre. Le seigneur de l'Arctique est condamné à errer sans fin en attendant le retour de la glace. En baie d'Hudson, les spécialistes craignent que si la tendance au réchauffement se maintient, le symbole de l'Arctique ne soit plus qu'un souvenir. La disparition prématurée de la banquise au printemps modifie l'équilibre millénaire de ce monde de glace, contraignant tous les animaux de l'Arctique à s'adapter. Même les caribous doivent s'accommoder de l'absence de glace. S'adapter au changement ou disparaître, c'est la première loi de la nature. Et l'homme n'y échappe pas. Pour les Inuits, ce fut longtemps une question de survie. À l'entrée du détroit d'Hudson, l'équipe fait une rencontre étonnante. Des plongeurs inuits. On ramasse tout ce qu'on peut manger. Vous mangez ça? C'est très bon. Vous le mangez comment? On va vous montrer. Philosophes, ces chasseurs se font pêcheurs en attendant le retour de la glace, qui leur apportera les phoques, leur gibier favori. C'est vraiment bon. C'est comme des pétoncles. Il est temps de mettre le cap au nord. Le Sedna laisse derrière lui une des régions de l'Arctique les plus affectées par le réchauffement de la planète. En baie d'Hudson, les preuves du réchauffement s'accumulent et les changements climatiques annoncés ont déjà commencé à transformer ce monde fragile et unique. Dans le détroit d'Hudson, le Sedna se retrouve brutalement confronté à des crues de 6 mètres car la glace n'empêche plus la mer de se déchaîner. Et le courant prend un malin plaisir à creuser la vague.
Un mois a passé depuis le départ et le Sedna a parcouru près de 3000 km. Il longe maintenant la terre de Baffin et doit à nouveau affronter la glace. La banquise est un puzzle d'îles mouvantes qui dissimule une vie secrète. Le long des côtes de la baie d'Isabella, elle offre à l'équipe une éblouissante démonstration de puissance et de grâce. Parfaitement adaptées au milieu polaire, les baleines boréales se gorgent de petits crustacés planctoniques qui prolifèrent sous la glace. Il y a 2 siècles, on comptait près de 30 000 baleines boréales dans l'Arctique de l'Est. Chassées jusqu'au seuil de l'extinction, elles ne sont plus aujourd'hui que quelques centaines. Transformée en huile, la graisse de ces baleines a longtemps été utilisée pour éclairer l'Europe. Cette population déjà menacée de disparition pourra-t-elle survivre au changement climatique annoncé? Près de l'île Devon, le Sedna a rendez-vous avec le brise-glace Kapitan Klebnikov en mission dans le passage. L'équipe est anxieuse de connaître les conditions de glace dans le centre de l'Arctique, un secteur en principe épargné par le réchauffement, où elle doit obligatoirement s'engager. Cette rencontre est aussi l'occasion d'un changement d'équipage. Un nouveau capitaine, Stéphane, et un pilote de glace, Gérard, montent à bord. Gérard, bienvenue à bord. Merci. L'expérience humaine vaut toutes les cartes satellites. Jérémy, le pilote du brise-glace, est un des rares à connaître parfaitement ce secteur de l'Arctique. Alors, quelques conseils pour nous? D'une façon générale, les conditions sont plus difficiles cette année et il fait plus froid que d'habitude. Tout est en retard aussi. C'est vrai, oui, tout est en retard. Mais nous avons aussi remarqué que de la nouvelle glace a commencé à se former dès juillet, ce qui est vraiment précoce. Le réchauffement n'est donc pas uniforme. Le centre de l'Arctique se serait même légèrement refroidi au cours des dernières décennies. Il reste moins d'1 mois et plus du double de la distance à parcourir avant que ne se referme définitivement le passage dans les glaces. Cette fois, les dés sont jetés et les jours sont comptés. Il faut coller à la glace et tenter de se faufiler à la moindre ouverture. L'équipe opte pour un itinéraire risqué, le passage de Bello, étroit chenal de 33 km, mais qui est réputé toujours libre de glace en raison des forts courants qui le traversent. Aussi, le lendemain, c'est seulement par sécurité que le canot pneumatique part en reconnaissance avant d'engager le Sedna dans le détroit. Ah, c'est incroyable. Alors, qui disait que Bello est toujours libre de glace? Ouais, c'est prudent. Je m'attendais. Je pensais qu'on se ferait payer un chemin facilement. Ouais. Poussée par la marée montante, la glace s'engouffre dans le détroit. C'est vraiment étrange, j'ai jamais vu ça. Est-ce que j'ai arrêté la place? Oui, ça commence à s'empiler là-bas. Là. Ça s'empile dans le fond. Ouais. Ça ressemble à la fin de notre exploration ici.
Sadler? Complètement bloqué. Bloqué? Complètement. Le passage ou le pont? Tout le passage. Tout le passage est bloqué? Aussi loin qu'on peut se voir, en tout cas. Mais il y a de la nouvelle glace beaucoup qui est rentrée. Ouais, il n'y a pas de pression dedans, mais le couvert est dense. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Hein. Les courants, là, les courants, c'est hallucinant. Dans tous les sens. Bon, moi, on sait qu'est-ce qu'il y en a. Le détroit de vélo fait à peu près 18 000. On peut être quand même bloqué ici quelques jours encore. Ça va dépendre des conditions de vent. Les vents d'est, c'est ceux qu'on attend, puis c'est définitivement eux qui vont nous aider à faire le voyage. Si les vents restent dominants de l'ouest, on va être coincé. On garde comme objectif d'être à la mi-septembre à Point Barrow. Je sais que c'est un objectif qui est optimiste, là, mais on garde ça quand même. Le vent d'ouest, bien établi, empêche la glace de se disperser. Elle s'accumule au contraire tout autour du navire. À bord, chacun s'occupe à sa manière. Les jours qui passent n'apportent pas de changement. Une certaine tension s'installe, car le temps presse. Chaque journée perdue réduit les chances de réussite. Septembre est là, et les cartes de glace semblent indiquer que tout le nord se referme progressivement derrière le Sedna. Le soleil de minuit appartient déjà au passé. La durée du jour diminue de 15 minutes quotidiennement et le mercure descend sous le point de congélation pendant la nuit. Il faut prendre une décision rapidement. Au 5e jour, le vent d'Est s'établit enfin. Jean et Stéphane attendent le rapport de l'avion du Service canadien des glaces en reconnaissance dans le passage. Sedna 4, Canais 3, Canais 3. Canais 3, là, Sedna 4, oui, je vous reçois faire clair. Oui, bonjour Stéphane, c'est Charles dans la bulle d'observation. Juste pour te donner un compte-rendu de quête que j'ai vu, l'ouest de votre position jusqu'à l'endroit où ça devient étroit, là, dans le détroit de Bellot, j'ai remarqué environ 3 dixièmes. C'est principalement de l'épaisse de première année, avec un peu de vieille glace, mais les flots sont petits. Mais sitôt que ça devient étroit, dans le détroit, c'est des concentrations de 80-90%. On comprend ça, Charles. Encore une fois, merci beaucoup pour la reconnaissance d'aujourd'hui. Puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Le Sedna terminé. N'importe la décision, mais soyez prudents. Merci beaucoup. Vers le milieu de l'après-midi, avec la prochaine marée baissante, en espérant que ça se disloque, on va s'approcher puis on va essayer. Tu te rends compte? Juste un petit bouchon, 1 000. Oui. Puis ensuite, c'est l'eau libre. Comme prévu, le vent d'Est commence à disperser la glace. Pour la première fois depuis longtemps, les forces de la nature nous viennent en aide. Dans l'après-midi, les courants de marée déplacent les lourdes plaques dérivantes comme de simples glaçons. Impressionnante démonstration de force de la nature. La pression exercée par toute cette glace en mouvement est une sérieuse menace pour le Sedna. Mais le bouchon, qui semble se disloquer, redonne espoir à l'équipe. La décision qu'on doit prendre est importante. Mais c'est des conditions qu'on n'a jamais eu à affronter. C'est des conditions qu'on s'était données comme règle d'éviter. Mais il faut prendre la décision si on s'engage. J'aurais spontanément le réflexe d'y aller.
Jusque-là, on va constater de visu ce qu'il y en est. Si on s'engage, c'est bien sûr que ce sera plus difficile de faire un demi-tour dans du 6 à 7e. Ce qui n'est pas impossible, mais... Moi, personnellement, j'attendrais une autre marée. Parce qu'à chaque marée, ça se dégage, ça s'améliore. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je me rallie pas tellement à celle-là. Parce que je vais vous avouer. la glace, c'est défaite là, comme ça. Là. Ouais. Et quand elle va repartir comme ça, elle va se rebloquer ici. Non. Surtout qu'il y a encore 2 heures de marée. Oui, ben ça, le timing est bon. Il faut se décider rapidement. On se décide maintenant. On se décide maintenant. On y va. On y va? OK. C'est le moment de vérité. Le passage du Nord-Ouest se joue ici. Au moment de s'engager dans le détroit, l'équipe pense à tous ceux qui se sont risqués ici avant elle. La bataille qui s'engage est décisive. Vigie dans le grand mât de timonerie. Oui, c'est fanalisé. Oui. Je vois le passage d'eau là, tourné vers la gauche, c'est bien notre chemin. Affirmatif. Roger. Le Sedna est contraint de louvoyer entre les blocs de glace, comme dans un champ de mine. Là, à gauche, en devant. Parce que ça se ferme. Ça se ferme, puis je ne peux pas aller trop vite. On claire à gauche? Non. Là, on en a un bon devant. Hein? C'est la bien parce que tout bouge assez rapidement. Ça pour le mieux, c'est correct. Inexorablement, la glace se resserre et le passage se ferme. Le Sedna est immobilisé. Il faut faire marche arrière tant que c'est encore possible. Mais reculer est une manœuvre délicate, car elle expose à la glace l'hélice et le gouvernail. Oui, c'est ça qu'on va faire. Juste ici, là. Bon, à gauche, en arrière. Tout le monde est mobilisé. Une brèche s'ouvre sur bâbord. Il ne faut pas hésiter. Le Sedna s'immobilise de nouveau dans la glace. D'abord. Mais le moteur auxiliaire, à l'avant du voilier, lui permet de se dégager.
panne est en train de se refermer. Là. Je ne veux pas mettre de pression, mais ça ne devrait pas ralentir beaucoup. Affirmatif, là, je vais gouverner plus ou moins dans le soleil. Là, je reste à peu près de même, on accote celui en avant. Puis je vois une trace sur tribord à peut-être 15 degrés après. À gauche, c'est clair? Non, c'est bon, c'est bon. Oui. Un corridor semble se dessiner devant le navire. Il faut, coûte que coûte, forcer le passage. Dans un ultime effort, le Sedna s'arrache à l'étau de la glace. Peu à peu, l'étreinte se desserre. Il y a quand même encore une concentration de glace de part et d'autre, et au nord et au sud, avant d'arriver à Fouet. Mais autrement, on est en eau libre. Félicitations, Stéphane. Ah, c'est l'équipe. On n'est pas rendu encore, là? On n'est pas rendu, mais en tout cas, félicitations, Stéphane. Impact sur bâbord. Oui, allô? C'est de la 4? C'est de la 4? Il est parti. Là, l'eau libre. Le pire, c'est que le gars d'Environnement Canada vient de nous appeler pour nous dire que tout le nord vient de se refermer complètement. Fait qu'il commençait à être inquiet pour nous. Alors, si on pensait pas, on pouvait même pas retourner. Libre. La tension des derniers jours se relâche enfin. Grâce à un extraordinaire travail d'équipe, l'une des étapes les plus difficiles du passage du Nord-Ouest vient d'être franchie. Mais il n'y a pas une minute à perdre. Il faut faire route au sud-ouest et essayer de regagner le temps perdu. T'as fait ça déjà? La purée avec la viande et puis un pâté chinois. Ça n'a rien de chinois. Bon. Là, pâté chinois. Il y a une recette très simple. Je vais revenir à la viande. C'est steak, le dinde, patate. Ben, tu l'inverses pas, là. Steak, le dinde, patate. Ah bon? On tournera le plat. Moi, je mets la purée au fond. Ah non! Je mets la purée au fond, après la viande, C'est comme la petite vie, c'est steak, le dinde, patate. Oui, mais ça va griller au fond. Non, non. Et... Je mets la viande. Ouais. Après, je mets ça. Après, tu mets ça. Et après, je mets la patate. Voilà. Steak, le dinde, patate. Et c'est tant mieux que je mette de la patate tout au fond. Ben oui. Quoi, c'est de l'article? Ben non, c'est pas pareil. Le pâté chinois, c'est steak, le dinde, patate. Vous m'embêtez. Le Sedna pénètre en mer de Beaufort, dans l'Arctique de l'Ouest. Avec la péninsule antarctique et la Sibérie, la mer de Beaufort est une des 3 régions les plus affectées au monde par le réchauffement climatique. Le contraste avec le centre de l'Arctique est frappant. Le Nord ne réagit pas de façon uniforme au réchauffement de la planète. Mi-septembre, il faudrait être déjà sorti de l'Arctique, mais la glace, encore loin au large, ne présente pas de menace dans l'immédiat. Avec la baie d'Hudson, la mer de Beaufort constitue la 2e zone rouge de l'Arctique, la porte du froid, dont la frontière est sans cesse repoussée vers le nord par une chaleur nouvelle.
En été, la toundra devient le plus vaste pâturage du monde. Mais est-ce l'effet du réchauffement? Elle ressemble plutôt à une steppe aride. Or, la faune arctique dépend du froid et de la glace pour se nourrir, migrer, perpétuer les cycles vitaux millénaires. Les espèces vivantes sont vulnérables aux variations du climat de la planète. Quelques degrés en plus dans cette région de l'Arctique suffisent à bouleverser les rythmes naturels. Le Sedna fait escale près d'un rivage affecté par une véritable catastrophe écologique, la fonte du permafrost. La terre qui reste normalement gelée en permanence. Emprisonnée dans le sol gelé, d'énormes quantités de méthane, un gaz au puissant effet de serre, commencent à s'échapper dans l'atmosphère. Jean et Geoff mènent l'enquête le long d'une côte qui vient de connaître un véritable glissement de terrain. Tu sais, ça sent le méthane. Oui, il y a des émanations de méthane. Ce gaz à effet de serre est un grand sujet d'inquiétude. Si le permafrost continue de fondre, le méthane prisonnier dans le sol sera libéré dans l'atmosphère. Cela va accélérer encore le réchauffement. Oh, absolument. Puisque le méthane est un gaz à effet de serre qui agit beaucoup plus rapidement que le gaz carbonique. Une molécule de méthane est 50 fois plus active qu'une molécule de gaz carbonique. Et il y a tellement de méthane piégé dans le permafrost. On voit le réchauffement à l'œuvre. On ferait mieux de faire demi-tour. Je t'avais bien dit que l'Arctique était en train de fondre. OK, l'autre maintenant. Je suis encore pris. Okay, yep. Yep. Sort of. This is like quicksand. Ce sont des vrais sables mouvants. Arctic quicksand. OK. Alrighty. Oh. It's coming. All right. Oh, man. OK. Later. Permafrost. Wow, this is all ice. Le permafrost, It looks as though rien que de la glace. all broken away just this summer. Oh, absolutely. Tout cela s'est effondré cet été. Ça va vite. If you look there. Par pans entiers, le littoral de l'Arctique se noie dans l'océan. La fonte accélérée du permafrost et l'érosion risquent de bouleverser de façon irréversible l'écosystème de cette région. Certains lacs se vident dans la mer, des falaises abritant des colonies d'oiseaux s'effondrent et les biologistes craignent que la toundra ne se transforme en désert. Dans ce monde où la glace est le support de la vie depuis toujours, des espèces uniques risquent de disparaître, incapables de s'adapter aux modifications rapides de leur milieu et de résister aux envahisseurs venus du sud. L'Arctique est un avant-poste, une sentinelle, qui réagit au moindre changement climatique. Au moment de quitter le monde de la glace, le Sedna reçoit une troublante visite. Instant magique.
Mais l'ours, symbole de l'Arctique, pourrait être la première victime d'un monde menacé. Le Sedna met cap au sud, vers le détroit de Bering. Entre les îles de la Petite Diomède et de la Grande Diomède, à la frontière de la Russie et des États-Unis, l'équipe boucle officiellement le passage du Nord-Ouest. Mission accomplie. Le Sedna devient le 7e voilier de l'histoire à franchir, sans hivernage et sans assistance, le fameux passage inauguré un siècle plus tôt par Roald Amundsen. Mais si un voilier a pu franchir le passage, des cargos, des pétroliers pourront le faire eux aussi, mettant en péril un environnement d'une fragilité extrême. Au sud de l'Alaska, le glacier LeConte est une des merveilles de la côte ouest de l'Amérique. Mais c'est aussi l'un des glaciers qui fond le plus rapidement au monde. Il n'y a pas que dans l'Arctique que les preuves des changements en cours sont visibles. La majorité des glaciers du globe reculent à une vitesse prodigieuse, implacable démonstration d'un réchauffement climatique planétaire. Riche d'une exceptionnelle moisson d'images, après plus de 5 mois d'expédition et près de 19 000 km parcourus, le Sedna entre dans le port de Vancouver. C'est la mi-novembre et l'hiver sera bientôt là, au moins pour quelque temps encore.